Et puis alors ici, bah, c'est une des autres sources. Parce qu'on a l'eau au robinet, l'eau de la ville, qui vient en fait de Veolia. On dit l'eau de la ville, mais c'est Veolia. Bon. Et puis on a, je vous dis, 3 autres sources d'eau, si jamais il n'y avait plus d'eau au robinet un jour. Alors il y a ici, par exemple, là on fait de la récupération d'eau de pluie qui va ici, puis qui va dans son ballon de 1000 litres, là. On en a 3 comme ça, des ballons de 1000 litres, donc on a 3 fois 1000 litres d'eau de pluie qu'on peut filtrer et bouillir pour avoir de l'eau potable. Mais là c'est juste pour se laver les mains. Alors on se lave ça quand on sort des toilettes, comme ça, hop, et puis on s'essuie ici, puis voilà quoi. Ça c'est juste pour les toilettes. Mais on en a d'autres, des ballons, qui nous permettent d'avoir de l'eau en stock, si jamais il y avait une rupture du service approvisionnement eau de la ville. Ah, vous avez un ruisseau qui passe... Ah bah oui, c'est le ruisseau qui alimente la mare. D'accord. Alors voilà la mare, là, qui est une mare qui est alimentée par le ruisseau qui coule le long de la haie, là. Et puis cette mare, alors là, il y a plein d'eau aussi. Donc on peut prendre l'eau, on la filtre, on la bout et elle est potable. Donc ça fait une 3e source d'eau, enfin c'est un stock là plutôt, source d'eau, puis on ira voir tout à l'heure le puits. La dernière quincaillerie, c'est donc la pompe à bras. Il n'y a pas de pompe immergée. Et là c'est limite. Pas de pompe immergée, c'est tout à la force musculaire. Là. Alors il fait à peu près 10 mètres le puits là. On a de l'eau même l'été. Hein. On a de l'eau, ça permet d'avoir une 4e source en dehors de la mare, l'eau du robinet, les citerneaux et puis la pompe. Enfin le puits. C'est un truc très classique de toute façon. Il était déjà là lorsque vous avez acheté ou vous l'avez fait? Était là. Non, il était là. Il était là. La mare a été là aussi et puis la ferme. Vous voyez, ça c'est la partie un petit peu plus longère, on appelle ça comme ça ici. C'est là qu'habite ma fille, là, alors que moi j'habite là, on est voisins. Mais c'est du 19e siècle, là, on voit bien, il y a des moellons, puis après de la terre. Ouais. C'est des murs très épais qui font à peu près 70 cm. Moellons et terre, recouverts de chaux. Ici à Rennes, qui n'est pas très loin d'ici, eh bien, il y a l'École nationale de la santé publique où ils font des analyses d'eau pour les particuliers. Donc on l'a fait une fois il y a 10 ans. On ne l'a pas refait depuis. Et à l'époque, il n'y avait pas, au point de vue bactériaux, il peut toujours y avoir des petits bestiaux, mais ça, une fois que c'est bouillu, c'est potable. Mais il n'y avait pas, disons, de traces. Il y avait des nitrates, parce qu'il y a beaucoup de nitrates en Bretagne, organiques d'ailleurs, organiques ou pas d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de porcs. Mais il n'y avait pas encore, disons... alors, de l'autre côté, il y a un immense champ là qui fait à peu près 15 hectares, où ils font surtout du maïs. Donc on peut avoir des... Alors vous voyez là-bas, on peut avoir des traces chimiques, mais il n'y avait pas au-dessus de 50 mg pour les nitrates par exemple, donc elle était encore potable. Mais c'était il y a 10 ans. Mais depuis on ne l'a pas bu parce qu'on a toujours l'eau du robinet. Oui, bien sûr. L'eau du robinet qui est filtrée dès l'entrée de la maison. Ouais. On n'a pas une fontaine, vous savez, il y a les fontaines Mélusine, on en a une, qui permet, c'est dans la cuisine en général, on met une fontaine Mélusine à côté, et alors là vous avez l'osmose inverse et tout le folklore. Nous on a 3 filtres qui sont au moment où Veolia arrive dans la maison, c'est-à-dire pour toute la maison, on a 3 filtres là qui permettent de filtrer toute l'eau de la maison. Ça enlève le chlore, les métaux, et le charbon actif et tout ce que vous voulez. Ah, on peut aller voir un peu le verger si vous voulez. Oui. Là on a ici quelques pêchers, il n'y a plus de pêche maintenant, ça fait des pêchers qui ont beaucoup donné cette année. Beaucoup donné ceux-là, les noisetiers, les pêchers encore là, on va les voir jusqu'à là-haut. Auparavant, on avait des poules et des oies, là, ici, dans ce poulailler. Mais on en avait marre des bagarres avec le renard. Donc, on ne fait plus de poules et d'oies parce que les oies sont assez bêtes comme animaux. Et elles arrivaient à passer le cou à travers ces mailles, là. Et le renard qui était à l'extérieur, hop, on a eu plusieurs oies qui ont été tuées. Des poussins des poules aussi sont piqués par les pies. Et les pies volent les poussins. Donc, comme on avait la reconstruction du bâtiment qui avait brûlé, depuis 4 ans, là, on a laissé tomber... vous avez dit, c'est pas la priorité. C'était notre priorité, c'était de reconstruire. Hein. Alors ici, on a des chênes, on en a plein, évidemment. Bon, j'ai pas encore fait l'expérience, mais un copain me dit que... Ça se mange. On peut faire... Vous avez raison. Alors, il faut évidemment avoir pas mal d'eau et puis faire 3 ou 4 lessivages pour enlever toutes les toxines. Mais les glands, la farine de gland, ça existe.
Ici, eh ben, le coin, on en a fait pourtant pas mal, on a fait des jolis coins, mais il en reste encore. Bon, ils sont pourris maintenant. Ça, c'est un cognacier. Les cognaciers, bon là, on a quoi? On a des poiriers, là. On a des poiriers, des pommiers. Les pommiers, on a surtout des pommiers, là. On a pas mal ramassé, hein. Oh, moi je dirais des vingtaines et des cinquantaines de kilos. Ouais. Ah oui, oui, ça a beaucoup donné cette année. Alors sinon là-bas, bah, vous avez les châtaigniers et les marronniers. Les châtaignes, on en a d'autres là-bas aussi. Bon. Alors voilà, ça c'est le verger, enfin le verger très modeste, hein. C'est surtout les pommes finalement, surtout les pommes. Et bien ici, on va voir deux choses qui sont plus ou moins originaux, c'est pas si original que ça, mais enfin. Ici vous avez des panneaux de chauffe-eau solaire. Ici, là, à droite, Ouais. des Velux. Bon, enfin, mettre des panneaux, disons, pour l'eau chaude sanitaire est quelque chose d'assez classique maintenant. Bon, nous, on les a mis et puis ça marche très bien. En gros, ça vous donne de l'eau chaude totalement solaire à 100% entre début juin et fin octobre, hein. Oui. Au-delà, c'est la chaudière qui vient en compensation. La chaudière, on va voir la chaudière à bois, qui vient en complément, voire même en 100%, quand c'est l'hiver, bien entendu. Alors on a le photovoltaïque aussi. Oui, là. Bon, ma fille voulait vraiment qu'il y ait du photovoltaïque. Alors on en a mis là-haut, au-dessus des Velux, mais moi je ne suis pas complètement convaincu. L'avantage quand même de ce photovoltaïque, on n'a pas beaucoup de panneaux, on n'avait pas assez de surface et puis ça coûte cher. Mais l'avantage c'est qu'on a donc un onduleur pour le transformer en courant normal, hein, courant alternatif. Mais on a également des batteries, donc on peut, s'il y a un blackout de 2-3 jours, on peut tenir 2-3 jours. Ça dépend du soleil, et puis de la charge des batteries. On peut tenir 2-3 jours en autonome sans s'il y a un blackout du circuit EDF, disons. Enfin voilà. Parce que EDF, enfin c'est Enedis, nous a proposé, comme c'était jadis le cas, et c'est là encore, de revendre le courant. En général, ils font des contrats avec les usagers et on revend le courant. Mais il y a une dizaine d'années, c'était très intéressant de revendre le courant. Ouais. Ils vous le revendaient, enfin, vous le revendiez à peu près, je sais pas, plus de 40 centimes le kilowattheure, Ouais. alors que le kilowattheure EDF doit être à 15 centimes actuellement. Ouais. Donc c'est intéressant. Maintenant, ça ne vaut pas le coup. Ouais. C'est pratiquement le même coût d'achat et de vente, donc ça ne vaut pas le coup. Donc nous, on n'a pas de contrat avec Enedis pour réinjecter ce courant dans le circuit. D'accord. On fait de l'autoconsommation tant qu'on peut, et après on stocke dans les batteries, et puis voilà, c'est tout, hein. On ne fait pas... Et l'onduleur fait que quand tout est rempli, il s'arrête. La question que je pense souvent à ce sujet-là, c'est est-ce que vous avez essayé de faire des choses pour réduire votre consommation, c'est-à-dire oui. faire... Le truc classique, c'est on fait une liste de tous les postes de dépenses d'électricité et comment on fait pour le... Est-ce que vous avez fait cette démarche La première chose qu'on a fait, quand on a acheté la maison là, il y a 14 ans, c'était chauffage électrique partout. Oui. Ah oui, alors là... Maintenant, il n'y a plus de chauffage électrique, c'est chauffage uniquement au bois qui vient d'ici, comme on l'a vu, avec les stocks de bois et tout, et les chaudières. On va avoir un fourneau, par exemple, bon, bref. Mais sinon, on n'utilise pas beaucoup d'électricité. Si, on a quand même un congélateur. On a un congélateur, on a des machines à laver le linge, et un lave-vaisselle aussi. Bon, mais ça c'est ponctuel. Mais on n'a pas de gros postes électriques, non. Pas de gros points qui vous fait grimper à oui, non, mais l'éclairage maintenant avec les LED, oui, c'est ça, en basse consommation. Alors ici on a les stocks de bois, bon, parce qu'on marche au bois actuellement. Là il faudrait couper tout ça, et là on en a ici, on en a ici. Là, on essaie d'avoir, disons, 2 ans d'avance. 2 ans d'avance pour notre... ici aussi. On a encore d'autres là-haut, enfin bref. Bon, ça c'est classique dans toutes les fermes, hein, c'est pas spécifique à nous, hein. Et puis là derrière, vous avez justement vous avez à peu près 3 hectares de bois là, depuis cette partie sud-ouest là, jusqu'à la partie nord là. 3 hectares de bois, c'est très mélangé, disons qu'ici c'est une forêt très mélangée, il y a des chênes rouges, des hêtres,
ce que vous voulez. Et puis là-bas, c'est plutôt des Douglas, on les voit. C'est des Douglas qui, au départ, quand on a acheté, nous, il y a 14 ans, c'était pour l'exploiter, pour faire du bois d'œuvre. En réalité, il était trop serré comme forêt, donc on a un petit peu éclairci. Et on a beaucoup de bois de réserve, et on entretient on vit au point de vue énergétique, disons. Ce bois est notre seule source d'énergie. Enfin, à part l'électricité, on va parler de l'électricité aussi. Mais au point de vue chauffage, eau chaude sanitaire, c'est le bois. On le coupe de temps en temps. Pour le moment avec des tronçonneuses, mais on va bientôt s'équiper avec des scies canadiennes. Donc vous voyez ici à droite, c'est une forêt plus mélangée. Et celle-ci, elle est plus monoculture Douglas, c'est pas bon. Mais au fur et à mesure qu'on coupe les Douglas, on met autre chose à la place. Là aussi, les gosses avaient commencé une cabane, mais ils n'ont pas fini. Remplacé par des feuillus, vous mettez quoi à la place? Oui, bon, on met des chênes, parce que vous allez me dire, les chênes, ça prend du temps à pousser, tant pis. Oui, mais c'est pour les générations suivantes. Mais voilà, exactement, là. Alors, donc comme ça, en bois, vous avez à peu près 3 hectares. Oui, à peu près 3 hectares de bois. Ça permet très largement de tenir avec des stocks de bois de 3 ans à l'avance. Et en principe, si on fait ce qu'on peut appeler la sylviculture durable, eh bien, ça, on peut tenir toujours, quoi. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Vous assurez le renouvellement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous coupez un arbre, vous en plantez un, voire deux. Oui, c'est ça, c'est très simple, ça. Ouais. Ça, c'est très simple. Oui, et puis il n'y a pas besoin d'entretien, ça marche tout seul. On fait même aussi ce qu'on appelle ici. Ici, on appelle ça des chênes têtards, c'est-à-dire ça vous fait. Mais jadis, on appelait ça des trognes. Comme on en a quelques-unes ici, ça c'est pas des chênes. On en a quelques-uns, notamment le grand chêne immense là, qui a 3 siècles. C'est une trogne parce que il a été coupé à 3 mètres de haut et vraiment il y avait que le fût. Et après, toutes les branches ont poussé comme ça dans toutes les azimuts et ça donne un très beau chêne. Bon, alors, ça va les chaussures? Oui, le sol est extrêmement humide. Ah bah, il a plu ici. Hein. Je ne sais pas comment c'est chez vous en Franche-Comté, mais ici depuis 3 semaines, il a plu énormément. Vous voulez aller voir le cheval là ou pas? Oui. Bon, allez, on va aller faire une petite caresse. Ils aiment bien les câlins aussi, il ne faut pas croire, hein, les animaux. Ils sont très sociables, surtout nos chevaux là. Bah, surtout lui. Lui, le viking, est assez social. L'autre, où est-ce qu'elle est partie là-haut? Elle est un petit peu plus sauvage. Mais lui, c'est pas le roi de la prairie. Surtout qu'il ne travaille pas beaucoup, hein, il faut bien dire. Surtout depuis 3 ans, justement, qu'on a autre chose à faire. Sinon, bah, quelquefois le dimanche, on fait les sorties en calèche. Hein. C'est pas mal, ça rigole. Ah. Alors, Viking. Ouh, c'est de la bonne herbe, ça. Oui, c'est de la bonne herbe, ça. Oui, c'est de la bonne herbe, ça. Oh, c'est de la bonne herbe. Oh, oui. Alors, il a une particularité, ce viking. Donc, sa race, on dit, c'est Irish Cob. C'est le seul mâle français de la race Irish Cob qui soit avec la robe Silver d'Apple. Alors, vous voyez que c'est un bourrin, c'est pas du tout un cheval de monte, disons, gracieux et élancé. C'est vraiment le costaud, quoi. Et il arrive à tracter, pour le moment, on tracte les calèches. On n'a pas encore fait de traction animale pour la permaculture parce qu'on n'a pas eu le temps. Mais on va le faire, hein, s'il le faut. Alors, il y a quelque chose que vous écrivez dans votre bouquin qui est intéressant à ce sujet-là. Il y a beaucoup de gens qui parlent du bœuf pour la traction animale et vous dites, et je suis totalement d'accord avec vous, vous dites que le cheval c'est quand même un animal qui est beaucoup plus adapté, beaucoup plus... Oui, c'est du point de vue énergétique et du point de vue adaptation et même musculaire, le cheval est quand même beaucoup plus rentable et fort qu'un bœuf. Bon, ça dépend de ce qu'on a sous la main, hein. C'est toujours pareil, mais c'est mieux. Et rien que pour monter l'attelage de la calèche avec un cheval, il faut mettre tout ça. Et puis ça doit être réglé au millimètre. Ne croyez pas qu'il suffit de mettre le harnais comme ça, et puis non. Ça doit être très très bien réglé, parce que sinon, ça fait souffrir l'animal, justement. Il faut qu'à la fois ça soit serré, mais pas trop. Serré pour qu'il y ait une bonne prise, mais pas trop, parce que
Et si c'est trop serré, ça étouffe l'animal. Si ça ne l'est pas assez, ça frotte sur sa peau et ça le blesse. Bon, on a des selles aussi, parce qu'on peut les monter aussi. Hein. On a des selles. Ma fille faisait des concours jadis, maintenant elle n'en fait plus. Alors, elle vient de Pologne également. Elle vient de Pologne également, oui, oui. Moi, c'est ce que je disais à Madame Borne, la ministre à la fois des Transports et de l'Écologie. Elle devrait dire à Renault et Peugeot, au lieu de fabriquer des soi-disant voitures électriques qui ne marcheront jamais, eh bien, refabriquer des diligences, des fiacres et des calèches. C'est ça l'avenir du transport. Hein. C'est la traction animale. C'est pas du tout les voitures autonomes avec intelligence artificielle. Tout ça, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais de manière massive, jamais. Alors, ce qui est intéressant sur la vôtre, c'est que je vois qu'en fait, elle est extrêmement moderne. Hein. Les pneus, c'est pas du tout une calèche ancienne. Non, elle a 12 ans cette calèche-là. Ouais, c'est ça. Les pneus, c'est des pneus, oui, qui sont gonflés. Et puis il y a même des freins. Hein. Des freins hydrauliques. Eh bien, de toute façon, nous on est végétariens. Hein. Ouais. En réalité, on ne mange pas de viande avec ma fille. Non. Oui, mais vous savez, maintenant, vous êtes végétarien, mais maintenant, il y a un mouvement vegan qui est en train de se développer. Oui, et qui est opposé, y compris aux animaux de trait et à ce genre d'animal. Ce genre d'animaux. Il y a évidemment le bien-être animal. Alors ça, on peut en discuter longuement. Les véganes sont un petit peu sectaires. Certains véganes sont un petit peu sectaires. Mais de toute façon, il faut choisir. Hein. On n'est pas dans un monde de bisounours parfait. Il y a évidemment des compromis à faire, d'une part avec la modernité technologique affreuse, et d'autre part avec même des principes en ce qui concerne les relations aux animaux. Là, on peut en parler très longtemps parce que les relations aux animaux et à l'écosphère en général, on peut dire au système Terre, c'est un problème philosophique tout à fait fondamental, mais qui demande des heures d'éclaircissement. Ah oui. Et puis, on fait également du foin pour l'hiver, parce que là, on n'a plus que 2 chevaux. Mais auparavant, il y a 10 ans, on avait 8 chevaux. Eh bien, c'était juste. Donc, on a pris l'habitude de couper le foin d'été, couper l'herbe, puis en faire du foin, d'ailleurs, qu'on va voir là, dans la grange là-bas. De telle manière qu'on est autonome, y compris pour les animaux. D'accord. Pour le moment, il y a encore de l'herbe, donc ils sont là, ils sont gentils. Bon. Et puis, à partir peut-être de janvier, disons, l'herbe n'est plus aussi grasse ni aussi bonne. Quand ça gèle, dans ce cas-là, on leur donne du foin. Mais du foin qui vient des mêmes oui, qui vient d'ici, que vous produisez vous-même. C'est ça. Alors on produit nous-mêmes, mais c'est là que l'aspect politique et collectif devient intéressant. Parce qu'on n'est pas simplement une famille autonome, enfin à volonté autonome. On travaille avec les voisins. On travaille essentiellement avec les voisins. Notre but, c'est ce qu'on appelle parfois un éco-village, un écolieu. C'est un peu comme les oasis ou les colibris de Pierre Rabhi, ou les communautés Emmaüs, ou la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Enfin, c'est essayer de trouver à plusieurs, ça peut être 10, 50, 500 000 si vous voulez, 500 000 personnes, mais bon, il y a quand même une taille maximale si on peut dire, et bien de trouver la manière de vivre ensemble par des services qui sont mutuels et qui ne sont pas monétarisés. C'est-à-dire que, par exemple, avec nos voisins, pour faire le foin, on a évidemment la matière première, c'est l'herbe de nos prés qui sont là, et qui sont hautes comme ça, en effet, au mois de juillet. Mais comme on n'a pas de lieuse, une lieuse, c'est une grosse machine qui marche quand même. Bon, eh bien, le paysan d'à côté, lui, il a une lieuse. Oui. Alors, on lui échange des soins d'ostéopathie, que ma fille fait à lui ou à sa femme, parce qu'ils ont beaucoup de lumbago, contre le fait qu'il passe une fois par an pour faire le foin, et puis le mettre dans notre hangar avec une lieuse. Il faut quand même faire les bottes de foin avec une corde, avec une ficelle. Voilà. Bon, j'enlève les bottes du coup parce qu'on ne va plus aller dans la forêt maintenant, ni dans les champs. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La suite, en fait, c'est l'interview qu'on a fait chez lui consacrée à son bouquin, en fait. Et elle est extrêmement longue, elle dure près d'1h40. Donc, je peux pas vous mettre ça dans cette vidéo, sinon la vidéo va durer plus de 2 heures, parce que là, on doit déjà avoir dépassé les 20 minutes. Mais je vais monter ça le plus vite possible, et normalement, vous devriez avoir ça dans le courant de la semaine prochaine. Alors, j'ai trouvé l'échange qu'on a eu extrêmement intéressant, parce qu'en fait, je me suis pas contenté
demandé de lui poser des questions sur son bouquin, j'ai approfondi plusieurs idées qu'il donnait dans son bouquin pour qu'il les développe. Et donc, ce qu'il dit dans l'interview, c'est pas juste ce qu'il dit dans son bouquin. Il va plus loin que dans son bouquin dans l'interview. Donc à mon avis, elle vaut le détour. Par contre, voilà, elle fait 1h40, donc je peux pas la sortir comme ça si je veux que vous la regardiez, parce que sur un format de 2 heures comme ça, l'algorithme de YouTube va casser la vidéo. Je vais vous mettre un lien en description vers son bouquin, parce que c'est extrêmement intéressant ce qu'il raconte. Il y a probablement beaucoup de choses avec lesquelles vous allez pas être d'accord, hein, mais c'est normal, on n'est pas d'accord sur tout avec ce que dit tout le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il voit vraiment les choses de façon large, donc il y a dans ce bouquin des idées qu'on trouve pas ailleurs en fait. Et puis pour finir, il y a un truc que je fais jamais, c'est je dis jamais merci aux tipeurs, mais là pour le coup, je me sens obligé de le faire parce que sans vous les tipeurs, vraiment cette vidéo, elle aurait pas pu avoir lieu, parce qu'il a fallu quand même organiser un voyage en Bretagne. Ça a été compliqué au niveau logistique pour toutes sortes de raisons que je vais pas détailler ici, mais pour faire simple en fait, non, je vais pas faire simple. Ça a été compliqué, voilà, ça a été compliqué. Et donc vraiment merci à vous les tipeurs, c'est vous qui avez rendu cette vidéo possible. Et puis donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'interview, et je pense que vous perdrez pas votre temps si vous écoutez ce qu'il a à dire, parce que c'est vraiment intéressant.